Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, adresse ses félicitations et bénédictions aux citoyens et aux musulmans du monde entier. Et dans l'actualité internationale, en Allemagne, la course pour le fauteuil d'Angela Merkel est lancée. C'était les titres. Ramadan Karim à tous nos téléspectateurs. À l'instar des pays musulmans, les Djiboutiens entameront demain, mardi, le mois béni du Ramadan pour l'année Hijr 1442. Le Ramadan, un des piliers de l'islam, le quatrième en l'occurrence, reste un mois très attendu par les musulmans. Les membres du Haut Conseil islamique l'ont annoncé dès hier soir sur l'antenne de la radio-télévision de Djibouti. À cette occasion, le président de la République a adressé son traditionnel message de meilleurs vœux à la population. Nous l'écouterons dans ce journal, mais auparavant, une nouvelle importante en ce qui concerne les horaires de travail. En effet, un décret publié hier par le président de la République fixe les horaires de travail de l'administration comme suite, de 9h à 15h. Eh bien, comme je vous le dis dans le titre, à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses plus vives et chaleureuses félicitations et bénédictions aux citoyens djiboutiens et musulmans du monde entier, en soulignant la grande importance de ce mois où Dieu Tout-Puissant a relevé le Saint-Coran. Le chef de l'État a noté que le mois de Ramadan est une opportunité précieuse pour faire progresser la personne, se purifier, cultiver l'âme et l'apprivoiser avec patience et obéissance, et augmenter l'acte de bonne action et renforcer l'esprit de solidarité, de fraternité. Il a ajouté, nous devons saisir cette grande occasion et incarner les nobles valeurs et objectifs du Ramadan dans la foi afin que nous rencontrions pour qu'il nous donne nos péchés passés et à venir. Le président de la République a rappelé que le mois béni du Ramadan nous arrivait comme l'année dernière où le monde continue de lutter contre la pandémie du Covid-19 et malgré la découverte d'un certain nombre de vaccins. Cette pandémie est toujours répandue et reste un défi sanitaire sans précédent en ce qui concerne des moyens de faire face à la menace de cette épidémie mortelle. Il a exhorté au respect des mesures préventives et à la vaccination en demandant à Dieu de nous protéger tous. Le président a souligné que la confiance en Dieu nécessite un travail acharné et le respect des instructions et des directives des autorités compétentes ainsi que la réception des vaccins qui sont devenus disponibles dans notre pays depuis le mois dernier. Commentant les récentes élections, le président Ismaël Omar Guelleh a déclaré vendredi dernier, le 9 avril 2021, notre bien-aimé était en rendez-vous avec une nouvelle histoire dans le domaine de la pratique démocratique, comme il a été témoin d'un mariage démocratique suivi par le monde, et à travers lequel les Djiboutiens et les Djiboutiennes ont une fois de plus démontré leur haute conscience et une grande maturité politique. Nous exprimons notre fierté pour l'image patriotique impressionnante qui a été caractérisée le processus électoral. Je suis heureux de saisir cette occasion pour adresser mes sincères remerciements au grand peuple de Djibouti pour avoir renouvelé sa confiance en moi pour continuer la bataille de la construction et du progrès. Nous nous engageons à nous joindre au processus de l'action nationale dans un esprit nouveau. Le chef de l'État a affirmé le besoin de la nation, de tous ses citoyens, appelant à tout travailler pour aller de l'avant afin de parvenir à un avenir prospère et un développement global couvrant divers domaines. يحل علينا شهر رمضان الفضيل والعالم لا يزال مصارع جائحة كوفيد-19 وبالرغم من اكتشاف عدد من اللقاحات فإن هذه الجائحة ما زالت المبذولة بالنجاح ويكشف البلاء ويرفع الوباء عن بلادنا وسائر بلدان العالم أجمع. أبارك لكم الشهر الفضيل سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بوافر اليمن والخير والبركات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Eh bien, comme je vous le disais, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, reçoit ces jours-ci, à l'avènement du mois béni du Ramadan, les meilleurs vœux de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays musulmans. Dans le télégramme qu'il lui fait parvenir, les dirigeants musulmans souhaitent tous santé et bonheur au chef de l'État. Ils forment également le vœu davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple djiboutien. Puisse Dieu continuer d'entourer de sa baraka la République de Djibouti afin qu'elle demeure invariablement sous le signe de sa stabilité, cohésion, concorde et unité légendaire, peut-on également lire dans plusieurs des messages envoyés par ses leaders. De son côté, le président de la République, M. Ismaël Merguele, a lui aussi, à l'avènement du mois béni du Ramadan, souhaité succès et réussite à chacun de ses homologues arabes et musulmans, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité à leurs peuples respectifs. Il a mis également à profit l'avènement du mois béni du Ramadan pour former l'espoir d'une plus grande complémentarité entre les différentes communautés culturelles du monde. Puisse notre planète muer en un espace où les différences de culture et de convictions soient vécues comme une source d'épanouissement, de tolérance et de richesse, a-t-il imploré. Eh bien, à l'occasion du mois de Ramadan, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Moumi Hassan Barre, a fait une déclaration dans laquelle il a présenté ses meilleurs vœux et sincères félicitations au président de la République et au peuple djiboutien en implorant Allah, le Tout-Puissant, de nous combler de sa grâce divine, de ses bénédictions concernant l'accueil de ce mois sacré. Le ministre a souligné que toutes les dispositions ont été prises pour que les fidèles accomplissent leurs prières dans les mosquées dans de bonnes conditions. S'agissant des mesures préventives supplémentaires pour parvenir à l'épidémie du Covid-19, le ministre a indiqué que les directives ont été données aux imams pour prendre les précautions nécessaires pour préserver la santé des fidèles et ne pas propager la maladie, surtout en ce jour où le nombre de cas positifs augmente sensiblement. À cet effet, le ministre a exhorté les fidèles à porter le masque de protection contre le virus, le respect des gestes barrières, l'espacement des rangs à l'intérieur des mosquées. Et enfin, il est recommandé à chaque personne, durant ces mois bénis marqués par un climat de forte spiritualité, d'observer strictement les règles sanitaires pour éviter le risque de contracter de Covid-19. D'autre part, le ministre a appelé les imams à jouer un rôle de sensibilisation plus important pour la diffusion des valeurs morales axées sur la cohésion sociale, la solidarité et le partage. Eh bien, concernant le mois béni du Ramadan, la situation des denrées alimentaires à la veille du mois béni du Ramadan reste inchangée. Eh bien, une équipe de la RTD s'est déplacée sur place et les boutiques grossistes nous a indiqué que le prix des denrées alimentaires reste inchangé pour la plupart des aliments. Selon le ministère du Commerce, nous indique que les denrées alimentaires restent inchangées, comme l'indique le dernier curricula. Il est demandé aux commerçants de la place de se conformer aux dernières mercuriales qui fixent les prix des denrées de base pendant le mois saint du Ramadan. Les musulmans adultes en bonne santé pratiquant quotidiennement le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Traditionnellement, les jeunes iront au coucher du soleil avec un repas appelé iftar, puis un autre repas est pris juste avant l'aube, après l'appelant suhour. Il est démontré que le jeûne peut avoir des effets positifs sur la santé. Tout à fait autre chose, le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, a reçu un message de félicitations de son homologue yéménite Abdurrabou Mansour Hadi suite à sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Dans son message, le président yéménite a salué une victoire éclatante, signe de l'adhésion très majoritaire que les Djiboutiens forment autour de leadership politique en place dans leur pays. Le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier vous permettra de poursuivre vos efforts visant à connecter davantage votre pays au développement socio-économique auquel aspire votre peuple, a écrit le président yéménite. Je tiens également à exprimer mes chaleureuses félicitations au peuple frère djiboutien pour sa maturité politique immuable et sa culture démocratique à souscrire invariablement à des scrutins placés toujours sous le signe de la quiétude et de l'ordre, a-t-il ajouté. Ce message du président yéménite est le dernier en date d'une série de télégrammes similaires en provenance des dirigeants de la région qui formulent tous leurs félicitations au chef de l'État pour sa réélection à la tête du pays. Le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, fait partie des dirigeants de la région qui ont fait parvenir des messages de félicitations
au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele. Je forme le vœu que votre réélection soit une dynamique nouvelle dans votre détermination à conduire votre pays et votre peuple vers davantage de progrès et de prospérité, a-t-il noté. Le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali, a lui aussi adressé ses chaleureuses félicitations au président Guelleh et saisi l'occasion de la réélection du président de la République pour réitérer l'attachement de son pays à demeurer un voisin et un partenaire efficient à constant de Djibouti. Rappelons que la présidente éthiopienne, Mme Sahle Work Zewde, avait déjà samedi dernier, dans le cadre d'un entretien téléphonique, exprimé ses vives voix, ses chaleureuses félicitations à son homologue djiboutien, formant également le souhait davantage de progrès et de prospérité au peuple frère de Djibouti. C'est ainsi que le vizir de Tadjoura, Ahmed Shehem Ahmed, adresse au nom du comité des sages du sultanat de Tadjoura et en son nom propre ses vives félicitations au président de la République, M. Ismaël Merguele, pour sa victoire éclatante et écrasante dès les premiers tours. Par ailleurs, le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, adresse au nom de la population de Tadjoura et en son nom propre ses chaleureuses félicitations au président de la République suite à la victoire et aux élections plutôt présidentielles. C'est ainsi que aussi le président du Afar Pen, Alwan Burhan, adresse ses félicitations au président Ismaël Merguele suite à sa brillante réélection lors du scrutin du 9 avril 2021 qui a vu une forte participation des électeurs djiboutiens qui ont voté massivement en sa faveur. Eh bien, concernant les élections présidentielles du 9 avril, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Farah Abdillahi Oualié, a fait ce matin une déclaration au micro de la radio-télévision de Djibouti suite aux élections présidentielles du 9 avril qui nous est déroulée dans le calme et la sérénité, avec une forte participation des électeurs. Les premiers résultats du ministère de l'Intérieur annoncent une nette victoire du candidat sortant de l'UMP, son Excellence Ismaël Merguele. Dans sa déclaration, il a salué l'engagement démocratique du peuple djiboutien. Il a également salué le rôle des médias, notamment celle de la radio-télévision de Djibouti, qui se sont mobilisés pour rendre compte aux populations les activités des candidats lors de la campagne de retransmission en direct de la proclamation des résultats, en direct elle aussi lors de la soirée électorale. Comme le ministre de l'Intérieur a exprimé vendredi soir les résultats provisoires, je salue également l'engagement démocratique du peuple djiboutien qui ont voté dans le calme. Nous saluons également le travail effectué par les missions d'observation des organisations internationales. La CENI salue le bon déroulement du scrutin du 9 avril 2021. D'avoir constaté le jour du scrutin l'ouverture effective des bureaux de vote et leur fermeture en ajoutant une heure de plus selon les heures prévues. Aussi, les délégués de la CENI ont pu exercer librement leur mission dans les bureaux de vote observés, ce qui démontre un signe de maturité politique qui a contribué au fonctionnement normal des bureaux de vote. Pour notre mission, la participation du peuple djiboutien a été calme et ordonnée. Les électeurs ont voté dans la sérénité sans incident majeur. La CENI a constaté que, de façon générale, les procédures de vote ont été respectées par les membres des bureaux de vote et que les délégués du candidat de l'UMP ont pu exercer librement leur mission. Par contre, nous avons constaté les délégués du candidat indépendant n'étant pas présents pour exercer leur rôle. Comme vous le savez, tous les éléments d'analyse et d'appréciation d'un cycle électoral passent en revue la totalité des étapes allant des textes électoraux et à la proclamation de résultats définitifs et de leur acceptation. Les efforts de la CENI permettra aussi, et sans aucun doute, de parvenir à une solution progressive dans l'avenir, ainsi à l'établissement des garanties à des élections transparentes, crédibles et honnêtes. Le rôle du média était une très grande responsabilité dans l'information, la sensibilisation des citoyens. Sachez que votre engagement contribuait
à la préservation de la paix et la sérénité dans tous les processus électoraux. Ce climat apaisé ont le droit aussi aux femmes et aux hommes, journalistes et techniciens de la RTD qui se sont mobilisés pour rendre compte aux populations les activités des candidats. C'est le lieu pour nous de leur rendre un hommage mérité dans le traitement de l'information électorale qui a été fait jusqu'à présent. La conjugaison de tous ces efforts permettra sans aucun doute dans l'avenir à parvenir à une démocratie pacifique et efficacement sincère. Avant de conclure, permettez-moi encore une fois de remercier le peuple djiboutien pour la maturité politique qui nous a permis d'obtenir une opportunité de paix et de stabilité pour élire le futur président qui dirigera les 5 prochaines années. À cet effet, et en tant que président de la CENI, je respecte le choix démocratique des Djiboutiens. Autre actualité nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Jonathan Pratt, accompagné du commandant de la base américaine, le major général Fora. Les deux hommes ont discuté de l'état des relations bilatérales entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, notamment la coopération dans le domaine de la défense. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Pour sa part, l'ambassadeur a remercié le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a ensuite salué l'excellence et la qualité des liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. Tout à fait autre chose, le ministère chargé de la décentralisation poursuit ses efforts pour se doter d'un outil référentiel de communication dans nos langues nationales, permettant celles-ci d'assumer pleinement leur rôle très important de vecteur pour former et sensibiliser nos concitoyens. Gouvernementale sur ces programmes dans le cadre du déploiement sur le terrain de la feuille de route de la politique de décentralisation et du développement local en particulier. Ainsi, le lundi 12 avril est le deuxième jour de l'atelier technique auquel ce département a convié hier à la salle de conférence de l'Institut des études politiques un panel assez large, représentatif, professionnel des médias, des chercheurs linguistiques, des communicants, des ministères sectoriels et des représentants des pen clubs et d'acteurs de la décentralisation. Eh bien, dans son intervention, la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, s'est réjouie de prendre part à cette cérémonie. Elle a salué les efforts entrepris par le ministère chargé de la décentralisation depuis sa création pour permettre le déploiement sur le terrain de la politique de la décentralisation, dont elle a souligné que c'est une thématique à laquelle le chef de l'État accorde une grande importance. Et enfin, le ministre Aramis a d'emblée remercié les participants de cet atelier pour leur disponibilité et l'accompagner dans son initiative, comme lors du premier atelier de novembre dernier 2017. Madame et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'assiste avec vous à cet atelier consacré au lexique de la décentralisation. Je me réjouis d'autant plus que nous sommes encadrés pour discuter de cette thématique d'un panel de chercheurs et de spécialistes en langue nationale. Je suis sûr que leur contribution, ainsi que celle de vous tous ici présents, nous seront précieuses. S'intéresser au lexique de la décentralisation, l'exercice peut paraître évident, voire même banal pour certains d'entre nous. Cela peut paraître comme une préoccupation périphérique, voire même secondaire, pour nous qui sommes habitués à débattre de thématiques plus politiques comme la décentralisation, la fiscalité locale ou encore les transferts de compétences. Pourtant, alors que la décentralisation, par sa nouveauté, par sa méthodologie et par son organisation, fait irruption dans les sphères sociopolitiques, les langues nationales ne peuvent être tenues à l'écart de ces mutations et de ces évolutions. Tout simplement pas possible, et d'ailleurs, je me réjouis que nos langues et ses usagers mobilisent des trésors d'ingéniosité et de créativité pour intégrer la décentralisation et ses concepts dans le parler quotidien. Ceci dit, et vous serez d'accord avec moi, expliquer la décentralisation à l'ensemble de nos concitoyens doit passer nécessairement par la médiation des langues nationales
aussi bien à la télévision, à la radio, mais aussi dans la presse écrite. Pourquoi, compte tenu de l'innovation politique qui constitue la décentralisation, nos langues nationales qui révèlent des richesses lexicales considérables doivent s'entendre sur les définitions, sur les équivalences ou encore sur la traduction. Ce travail d'harmonisation et d'ajustement sémantique est indispensable si l'on veut que nos concitoyens aient une meilleure perception de réalité du processus de la décentralisation. Car la meilleure façon de s'approprier la chose, c'est de la nommer. Et là aussi, les spécialistes ici présents seront d'accord avec moi, il ne s'agit pas de figer les mots dans des définitions dogmatiques ou péremptoires, mais il s'agit juste de s'entendre sur un substrat de mots ou des équivalences pour éviter la cacophonie, pour que la décentralisation soit aussi un bien commun linguistiquement partagé par la collectivité nationale. Bien entendu, il va de soi dans cette quête pour installer un dénominateur linguistique commun de la décentralisation, les médias jouent un rôle de premier plan. Madame et Messieurs du média et de la communication, c'est votre responsabilité de travailler avec le corpus lexical qui fera consensus pour parler de la décentralisation. Car c'est grâce à la force de vulgarisation qui est la vôtre que les mots de la décentralisation vont imbiber les consciences citoyennes. Enfin, je n'oublie pas de remercier l'ensemble des personnes impliquées dans cette initiative pour la disponibilité dont elles ont fait preuve et pour l'engagement qui les animait envie de produire des résultats de qualité. Direction de Merjok, où l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, M. Bernaou Tsegeye, a effectué ce matin une visite au parc industriel de Demirjok. Dès son arrivée au port de Demirjok, l'ambassadeur éthiopien a été reçu par le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Une introduction et présentation générale des Djibouti International Free Trade Zone ont été faites pour l'ambassadeur sur les différents avantages qu'offre. M. Tsegeye a aussi profité de l'occasion pour visiter le chantier de construction de la jette pétrolière de Demirjok. L'objectif de la visite était d'évaluer l'état d'avancement des travaux de la jetée pétrolière de Demirjok qui s'étend déjà à 2200 mètres de longueur dans la mer. La République de Djibouti a octroyé aujourd'hui un important lot de masques, dont 1 million pour Mogadiscio et 500 000 pour Hargeisa. Fabriqués dans la zone franche internationale de Djibouti, ces masques ont été transportés fin après-midi par notre compagnie Air Djibouti. Ce geste en faveur de ce peuple frère et ami s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre Covid-19 et contribuera à endiguer sa propagation. Tout à fait autre chose, l'ambassadeur extraordinaire et le plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de l'Arabie Saoudite, en sa qualité représentant permanent de Djibouti auprès de l'Organisation de la coopération islamique, a participé avec la délégation du groupe de contact de l'OCI concernant le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La mission qui a visité le territoire Ngorkni-Karabakh à Azerbaïdjan et en particulier les villes libérées récemment par les forces azerbaïdjanaises qui ont été détruites par la force arménienne en 1991 durant la première guerre, telle que la ville Adgam et Brada. La délégation de l'OCI a visité aussi la ville de Genja où elle a été attaquée récemment durant la dernière guerre au mois d'octobre 2020 par des missiles balistiques de l'Arménie. Et une embarcation transportant des migrants clandestins en provenance du Yémen a fait naufrage au large de la plage de Guéhéré dans les eaux du nord de la République de Djibouti. Les équipes de patrouille de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne stationnée au poste de surveillance du littoral de Korangar ont rencontré l'embarcation chavirée des migrants en détresse en mer. Ils ont été renforcés par les unités du département de recherche et de sauvetage impliquant plusieurs patrouilleurs et des équipes d'intervention rapide qui ont pu assister les victimes du naufrage avec rapidité, selon les premières informations disponibles. L'embarcation à bord de laquelle se trouvait une soixantaine de migrants a été victime des mauvaises conditions
en mer à cause du vent. La mi-journée du 12 avril, le bilan recensé par la garde-côte djiboutienne est le suivant: 12 survivants, dont une femme enceinte et une jeune fille de 7 ans. 35 morts dont les corps ont été récupérés et enterrés. 8 femmes adultes, 14 hommes adultes et 6 jeunes garçons, ainsi que 7 jeunes filles. 15 au total autres corps de naufrage ont été localisés en mer et sont en cours de récupération. C'est la porte totale des victimes à 50 individus. Les recherches s'activent pour retrouver d'éventuels survivants ou les dépouilles des disparus sont toujours en cours en mer et sur les côtes longeant les lieux du drame. Une enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte. Toute nouvelle information fera l'objet de communiqués complémentaires. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, c'est officiel. Ils sont candidats à l'investiture des conservateurs pour tenter de reprendre la place d'Angela Merkel. Pour le CDU, le parti de la chancelière, le candidat est Armin Laschet, l'actuel dirigeant de l'Union chrétienne démocrate. Son adversaire est le chef du Land de Bavière. Il a 54 ans, c'est un ancien journaliste, il s'appelle Markus Söder. Selon les sondages, le sexagénaire Armin Laschet est bien moins populaire que son adversaire. Armin Laschet est un proche d'Angela Merkel. Il a récemment essuyé une vague de critiques après avoir proposé un verrouillage strict du pays pour juguler l'épidémie du Covid-19. Markus Söder, pour lui, les sondages des électeurs allemands, mais généralement c'est le CDU qui désigne le candidat pour la chancelière. Les conservateurs devraient départager les deux hommes d'ici le 24 mai prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.